Métro, boulot, dodo. C'est un triptyque si effrayant qu'il sonne comme un avertissement, un chemin à éviter, une direction dont il faudrait s'éloigner. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'en sortir. Parfois, c'est tout ce qu'on a et c'est la vie. Ce que Louis a pu choisir, lui, c'est la vie douce. Il a un travail qu'il adore et un petit bateau qui lui permet de plonger régulièrement. Louis se lie même d'amitié avec un dauphin. Et quand il rencontre Paloma, il en est certain. Le bonheur va se prolonger toute sa vie. Mais lui, qui navigue si souvent, n'avait cette fois pas prévu le creux des vagues. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Astrid Verdun. Je suis né en Pays Bigoudin, dans le Finistère Sud. J'ai une enfance assez compliquée avec un père militaire qui est assez rigide et qui nous mène à la baguette, moi et mon frère, et une maman qui est très aimante mais qui est effacée, puisqu'elle est évidemment sous le joug de mon père. Comme il est militaire, il y a beaucoup d'affectations, donc on le suit dans ses affectations. Et la grosse bouffée d'oxygène, c'est de rentrer chez mes grands-parents à Saint-Guénolé, la mer, la plage. Et là, c'est le pur bonheur. Très jeune, quand je suis chez mes grands-parents, j'ai la possibilité de plonger aussi. Donc je plonge à toutes mes vacances, tout petit, avec un masque et un tuba. Je vais voir les merveilles qu'il y a dans l'océan et je trouve ça absolument fabuleux. Et dès que j'ai eu l'occasion, je prends une planche de surf et puis je vais ramer dans l'eau. Ça me fait du bien, ça me vide la tête et c'est très chouette. Mon grand-père me parle beaucoup de canaux de sauvetage, parce que lui-même a participé à des sauvetages. Et j'ai cette envie de sauver qui commence à naître en moi. Je vois l'état de la mer, par moments elle est plate, par moments il y a des creux de 7-8 mètres. J'ai très vite beaucoup d'admiration, bien évidemment pour mon grand-père, mais bien évidemment pour tous les sauveteurs en mer qui partent dans n'importe quelle condition, de jour et de nuit, pour donner des fois perdre leur vie pour aller sauver des gens qui sont en détresse. Et ça, c'est quelque chose qui me capte très vite. En 1992, j'ai 24 ans, je suis toujours aussi passionné par la mer et toujours aussi passionné par la plongée, le surf. Une petite voix me dit que rentrer dans une grande compagnie comme Air France, ça peut être intéressant parce que je sais qu'il y a des possibilités de voyager à titre quasiment gratuit. Donc j'essaye, j'ai mon brevet de pilote, donc j'essaye de rentrer dans la grande compagnie. Ça se passe bien, je suis pris. Pour commencer, on me propose un poste de chef d'escale de permanence à Munich, en Allemagne, qui est loin de la mer, mais qui me permet d'avoir beaucoup de repos pour en profiter. Donc je rentre sur tous mes repos en Bretagne. Le poste de chef d'escale de permanence, c'est de s'occuper de l'escale, de l'arrivée des avions, du départ, des opérations aériennes, de tout ce qui est chargement. La vie est très belle, le métier est passionnant, je peux rentrer sur tous mes repos pour aller surfer, pour aller plonger sur les plus beaux endroits du monde. J'ai la chance et l'opportunité d'aller en Australie, plonger sur la barrière de corail, en Afrique du Sud, surfer des vagues magnifiques, rencontrer des gens exceptionnels. Le voyage est là, c'est le pur bonheur. À côté de mon métier à Air France, je suis très engagé dans la SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, où je suis sauveteur en mer en tant que bénévole. Tous les week-ends, quand je suis disponible, j'essaye de me mettre d'astreinte quand j'ai de la disponibilité. Suite aux valeurs que j'ai reçues avec mon grand-père, je trouvais ça vraiment très chouette de continuer et de donner de mon temps pour cette belle association. Quelques années plus tard, en 2002, lors d'une plongée, je fais une rencontre exceptionnelle avec un grand dauphin que je nomme Jack Bubble. J'ai du mal à m'approcher au début, mais il reconnaît le bruit de mon Zodiac, il reconnaît le moteur. Et à chaque fois que je m'approche de l'endroit où il est très fréquemment, j'ai une petite boîte dans laquelle il y a des billes en plomb. Et dès que je me mets dans l'eau, je la secoue dans l'eau et il m'entend. Il arrive tout de suite, il me reconnaît. Au début, il est farouche. Je mets un peu de temps pour m'en approcher, mais plus ça va, plus le contact devient juste incroyable. C'est un grand dauphin qui mesure 3 mètres, qui doit faire à peu près 200 kilos, et qui est seul, donc c'est un dauphin solitaire. Il y a eu beaucoup d'histoires sur les dauphins solitaires, des histoires un peu ésotériques, mais moi je pense que c'est un dauphin qui a été rejeté de son groupe. Donc il se rapproche des hommes pour avoir une vie sociale, on va dire, parce que c'est exactement ce qui se passe. D'autres personnes appellent ça des dauphins ambassadeurs, qui viennent voir les gens pour leur livrer un message. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Pour moi, c'est très cartésien. Il a besoin de se rapprocher. Et moi, j'ai beaucoup de choses à lui dire, et les contacts avec lui sont vraiment exceptionnels. Un soir, la nuit commence à tomber. Je prends mon paddle,
Je prends souvent mon paddle pour aller m'amuser avec lui, parce que dès qu'il voit mon paddle, il aime bien ça aussi. Il y a un petit vent, la nuit commence à tomber, il arrive et donc il me regarde sous l'eau, je me mets à l'eau et j'amarre mon paddle sur une bouée de mouillage. Je descends dans l'eau et on commence à jouer, je nage, il me suit, il me donne sa nageoire dorsale, on nage ensemble. Tout d'un coup, je réalise que le nœud que j'ai fait à mon paddle sur la bouée de mouillage n'a pas tenu et le paddle est parti assez loin. Donc je commence à nager vers le paddle. À nouveau, il me donne sa nageoire dorsale et il m'amène jusqu'au paddle. Là, je suis assez bluffé. Et là, il vient vers moi, il se colle contre moi. Je le caresse sous le ventre parce qu'il aime bien. J'arrête ma main et là, je sens son cœur qui bat. Et là, je suis bouleversé par ce cœur qui bat. J'écoute le cœur de l'océan. À cette époque-là, je travaille à Paris, je ne travaille plus en escale, je suis au centre de contrôle des opérations comme dispatcher, un métier passionnant qui permet de suivre l'avion du départ jusqu'à l'arrivée, de préparer le vol, de le suivre en vol, de le guider dans les perturbations, les phénomènes dangereux météorologiques. Et sur les repos, je rentre en pays bigoudin à nouveau, et une fois, en prenant l'avion à Orly pour la destination de Quimper, je m'assois dans l'avion, une jeune femme me regarde. Il y a un siège de libre à côté de moi, elle s'assoit. Elle commence à me parler d'elle, à me parler de sa vie qui a l'air d'être très compliquée. Elle me dit qu'elle a beaucoup de problèmes de santé, qu'elle a beaucoup de difficultés professionnelles. Elle travaille aussi pour Air France. C'est une très belle femme, elle est assez grande, fine, avec les yeux verts, blonde, et arrivée à Quimper, commence à me demander comment je m'appelle. Elle s'appelle Paloma et elle me dit ça serait chouette qu'on se revoie. Je lui dis pourquoi pas et je lui donne mon numéro de téléphone. J'ai un pressentiment qu'elle va marquer ma vie. J'ai très envie de la revoir, donc j'attends patiemment qu'elle me rappelle. Quelques mois passent, elle finit par me rappeler. Elle me dit qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard et que ça serait bien qu'on se voit. Comme elle vient souvent en Bretagne, je lui propose de venir lui faire découvrir mon monde, avec la plongée, avec le surf, la mer, la plage. Donc elle vient, elle est complètement conquise par ce qu'elle voit. Elle rencontre aussi Jack Bubble, le dauphin. Elle va le voir, parce que sur le Zodiac, il s'approche à chaque fois, il est là. Et tout se passe bien. C'est très chouette. Moi, je suis complètement amoureux. Je vois qu'elle a quelques difficultés, mais je suis prêt à l'aider. J'ai très envie de l'aider parce que ce qu'elle me raconte, c'est qu'elle a eu un passé assez difficile. Donc, je l'écoute et j'ai vraiment envie de l'aider. Les semaines passent, on finit par emménager ensemble, non sans mal, mais je me rends compte qu'elle m'a pas tout dit. Elle m'a pas tout dit, je me rends compte qu'elle a un train de vie qui est quand même assez incroyable, qui correspond pas du tout à son salaire, qui correspond pas du tout à mon train de vie à moi déjà. Elle fait des dépenses qui sont complètement hors de propos. Elle va pas hésiter à s'acheter 2 paires de bottes à 4000 francs, à faire des chèques alors qu'elle n'a pas d'argent sur son compte. Donc là, je commence à être un petit peu inquiet par cette relation, parce que je suis très amoureux, mais là, je vois que ça commence à être très, très compliqué et il y a quelque chose de déséquilibré. Je me rends compte aussi qu'elle reçoit de l'argent de manière surprenante. Alors je lui pose des questions, elle me dit oui, qu'elle connaît un ami lui donne de l'argent. Je trouve ça un peu bizarre, mais je creuse pas plus que ça. Et je fais de mon mieux pour subvenir à ses besoins. Mais ça devient quand même assez compliqué et elle tombe enceinte. Je suis très heureux d'apprendre qu'elle est enceinte. J'ai très envie d'avoir un bébé. Pour moi, c'est super chouette. J'ai envie d'être papa. Je trouve ça trop bien. Et je me dis que on forme un beau couple et que les difficultés qu'elle rencontre, je vais être capable de la sortir de là. Donc, je prends rendez-vous avec son banquier pour l'aider, pour essayer de comprendre, parce que non seulement elle a découvert, mais il me dit qu'elle est interdite bancaire. Elle commence à prendre ma carte de crédit assez souvent. Très vite, moi-même, je me retrouve à découvert. Elle commence à me parler mal, elle commence à m'insulter. Là, je commence à être un peu dépassé par les événements.
Pendant la grossesse, je me rends compte qu'elle ne m'avait pas tout dit, dans le sens où elle a eu des problèmes de santé du fait de son anorexie boulimie. Donc elle a vomi beaucoup et elle a dû se faire opérer suite à ses nombreux vomissements. Elle ne peut plus vomir à cause de l'opération, donc elle prend des laxatifs pour évacuer le plus vite possible tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les laxatifs, c'est 5 € la boîte. Elle en prend 2 par jour. Ces laxatifs sont une drogue. Elle en devient violente si elle n'a pas sa dose de laxatif. Je me retrouve plusieurs fois à aller faire les pharmacies du coin, les pharmacies de secours pour avoir ces laxatifs-là. Là, ça me déplaît sérieusement. Je me dis que bébé est en route, ça va être compliqué. Pendant la grossesse, je décide de faire une psychothérapie, puisque je trouve que là, je suis un peu dépassé par les événements. J'ai très envie de l'aider et de la sauver, mais ça dépasse un peu mes compétences, et il y a bébé qui arrive. Donc là, il faut que je fasse le point sur moi-même. Donc je rencontre une psychothérapeute qui va beaucoup m'aider. Au début, je suis assis, je lui parle, elle est devant moi, et au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai un schéma familial qui est un peu compliqué, avec un père qui a été très rigide, que quelque part, inconsciemment, j'ai peut-être recherché aussi non seulement la rigidité, mais quelqu'un qui peut-être me traite mal et qu'il faut absolument que je sauve, qui est le mien. Et après, la psychothérapeute, je suis plus devant elle, elle m'allonge sur un canapé, elle me parle, elle dirige mon analyse, et là, je me rends compte que je suis vraiment dans la merde. Parce que j'attends un bébé avec une femme qui n'est pas du tout équilibrée et que ça va être très compliqué. Mais au moins j'ai fait cette psychothérapie, donc maintenant je suis là et il faut que je me batte. J'y crois encore, ça va bien se passer. Jacques naît le 8 décembre 2003. C'est un beau bébé, hein, il fait 4,5 kg, 58 cm. Je suis heureux comme tout, c'est super chouette. On me le donne dans les bras, je lui donne son premier bain. Le premier regard est foudroyant. La maman reste 48 heures à l'hôpital, commence à prendre le sein, tout va bien. On rentre à la maison avec Jacques et Paloma. Je vois qu'elle est un petit peu perturbée, mais bon, l'arrivée d'un bébé, c'est toujours assez perturbant. Mais c'est surtout Jacques, je vois qu'il n'a pas l'air très bien. À chaque fois qu'il prend le sein de sa mère, il vomit. Je suis assez inquiet. On sent qu'il n'est pas bien. Donc on retourne d'urgence voir le pédiatre. Plusieurs investigations sont faites, de nombreuses prises de sang, des trucs extrêmement durs, puisque on lui fait une ponction lombaire. C'est un bébé. Je suis obligé d'être là et d'y assister. C'est dur. Et le résultat tombe, il a une galactosémie. Galactosémie, c'est une maladie du métabolisme. C'est en fait, Jacques n'a pas l'enzyme dans le foie qui permet de transformer le galactose en fructose comme tout le monde. Chez lui, ça se transforme en toxine. Donc ça lui détruit le foie, les yeux, le cerveau, les reins. Donc il va devoir avoir un régime strict à vie, sans galactose pour commencer. Et ensuite, petit à petit, être suivi par des spécialistes. Voilà, il va avoir une vie normale, mais là, il faut vraiment le prendre en compte. Et c'est très dur pour moi. Et c'est dur pour sa mère qui s'identifie complètement à lui et qui dit que non, que l'univers de toute façon va enlever sa maladie, que c'est pas possible. Elle est épouvantable avec les soignants, avec les médecins, c'est un enfer. Quand on arrive à la diversification, il n'y a que des aliments qui sont autorisés et que des fruits qui sont autorisés. Elle commence à lui donner n'importe quoi, donc elle commence à toucher directement à sa santé, donc là je ne le supporte pas. Elle ne l'attache pas dans son maxi-cosy, elle le pose sur la table, ça va pas. Au niveau de l'argent, c'est une catastrophe. Je suis à découvert et pas qu'un peu. Je commence à perdre pied. Un nageur sauveteur, il reste toujours à la surface, mais là, je sens que je suis pas loin de couler. Un après-midi, elle me dit qu'elle va faire des achats compulsifs, me vole ma carte de crédit et part avec Jacques. Là, j'ai dit, bah non, je suis pas d'accord. Donc, j'appelle ma banque, je fais opposition sur ma carte de crédit. Et je l'appelle, je lui dis, bah, de toute façon, tu pourras pas acheter grand-chose avec ma carte puisque j'ai fait opposition, donc elle ne fonctionnera pas. Elle me dit, ah bah, puisque c'est comme ça, je vais me suicider avec Jacques. Et elle raccroche. Donc je suis glacé de ce que j'ai entendu. Donc je la rappelle, boîte vocale, je la rappelle, boîte vocale, je la rappelle, toujours rien. Je téléphone à la gendarmerie. La gendarmerie me répond, pas de problème monsieur, on vient tout de suite, on va prendre et on va faire ce qu'il faut. Donc ils viennent avec
Une voiture, des chiens. Je vois un chien qui commence à sentir les vêtements de Jacques. Là, je suis en stress dépassé. J'ai vraiment très peur. Il y a un hélicoptère qui est déclenché, qui commence à sillonner. Il est 15h. On ne la trouve pas. Et vers 22h30, la gendarmerie me contacte. Ce sont les pompiers qui l'ont retrouvée. Elle était cachée dans les bois. Et elle avait eu un accident de voiture. Il la ramène au domicile avec Jacques, qui a les yeux rouges, qui est complètement épuisé. Donc, elle est en crise de démence. Elle dit qu'elle a voulu mettre fin à ses jours, qu'elle a pris du Valium, qu'elle a bu 2 bouteilles de vin, mais qu'elle avait quand même donné son biberon à Jacques avant de passer à l'acte. Donc là, les pompiers disent qu'il faut appeler un médecin. Le médecin arrive, il me dit, bon écoutez, là, il n'y a pas d'autre solution que de l'envoyer en hôpital psychiatrique. Moi, je vous fais signer un papier tout de suite. Si vous voulez la quitter, c'est le moment, parce que là, vous avez tout pour vous. Là, je dis, ok, bah écoutez, envoyez-la en hôpital psychiatrique, parce que là, moi, de toute façon, je ne peux plus. Et elle refuse, elle commence à crier, à hurler. Ils s'y mettent à plusieurs entre les gendarmes et les pompiers à la maîtriser pour le mettre dans le camion de pompiers. Les pompiers partent, ils l'emmènent à l'hôpital psychiatrique. Je prends Jacques dans mes bras, je lui donne son biberon et puis il part faire son gros dodo. Là, je suis complètement dépassé par les événements, mais il faut que je reste fort pour Jacques. J'ai un entretien avec l'équipe médicale, dont un médecin psychiatre qui est très bien, qui me dit, bon, bah écoutez, on va la garder, mais on va pas pouvoir la garder plus longtemps, parce que si elle contacte ses parents, ils vont bien évidemment la faire sortir. Je dis, bah moi, en tout cas, moi, je la fais pas sortir, je prends pas cette responsabilité-là. Et je rentre à la maison, je commence à réfléchir, je commence à culpabiliser, je commence à me dire, bon, allez, t'as le droit d'y croire encore, allez, on y croit encore. Finalement, bah, effectivement, ses parents viennent et signent une décharge et la font sortir. Bon, moi, je vais la chercher, elle s'excuse. Elle me dit, voilà, qu'elle a été trop loin. Je lui ai dit, allez, c'est bon. C'était un épisode qui était compliqué, douloureux, mais je me dis, ça y est, c'est bon. On va pouvoir repartir sur des basses scènes et c'est parti. Pendant cette période qui est extrêmement compliquée, j'ai des difficultés des fois à m'endormir. Et ça m'arrive fréquemment, quand je sais que Jack Bubble est dans les parages, d'aller jusqu'à la pointe où on se retrouve d'habitude, de nuit, de prendre mes palmes, de mettre ma combi et d'aller dans l'eau. Et je vais nager avec lui au clair de lune. Ça arrivait maintes fois, et là, je reste 1 heure, 2 heures, je rentre, il est 2, 3 heures du matin. Mais je suis apaisé, je suis bien, et je trouve le sommeil grâce à lui. Et Jack Bubble, c'est un soutien émotionnel incomparable. J'ai beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés, vraiment, parce qu'il m'aide à surmonter, il m'aide à pas couler, justement. Et ça était souvent le cas, parce que quand on plonge ensemble, bon, moi je reste en surface, je descends en apnée avec lui fréquemment, mais il sait, quand il faut que je remonte à la surface, il remonte avec moi. Ou il me le fait savoir dans tous les cas, parce qu'on peut être aussi pris par l'apnée, par ce moment magique, mais à chaque fois, je me rends compte qu'il remonte à la surface. Un soir, elle pique une crise épouvantable, elle hurle, Jacques pleure, donc je prends Jacques dans mes bras et je pars. Je quitte mon domicile, je pars et je vais direct à la gendarmerie. J'arrive à la gendarmerie et là j'explique que les gendarmes ils connaissent bien l'affaire, parce qu'ils ont suivi sa tentative de suicide, ils ont suivi tous les problèmes qu'il y avait, enfin bon, ils sont au courant de tout, parce que je leur rends compte à chaque fois de ce qui se passe, non seulement pour me protéger moi, mais pour protéger Jacques. Là ils me disent, écoutez, là je crois que ça va être compliqué, là vous venez de faire un abandon de domicile, vous venez de prendre un enfant, je veux dire, il n'y a pas de juge qui a statué sur quoi que ce soit, donc vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer chez vous, mais dans tous les cas, de ramener Jacques à sa mère, parce que sinon ça va être retenu contre vous. Ah, je lui dis, bah non, mais il y a forcément une autre solution. Il dit, non, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Donc, la mort dans l'âme, je prends ma voiture, accompagné des gendarmes, et je rends Jacques à sa mère. Je fais un abandon du domicile. Un domicile qui m'appartient 100% propre. Toutes mes économies, je les ai mises dedans. C'est ma maison. Je suis obligé de quitter ma propre maison en laissant Jacques à Paloma. Donc, je vais chez un de mes meilleurs amis qui m'accueille à bras ouverts. On commence à discuter et là, j'essaie de trouver des solutions. Et il va pas y avoir 36 solutions, la solution principale étant bien évidemment le juge aux affaires familiales. Quelques jours passent, je ne vois pas Jacques, mais elle m'appelle fréquemment
pour me demander des sous, pour me dire que je suis un monstre, pour me faire culpabiliser, que tout ça c'est de ma faute. Donc je commence à reprendre du poil de la bête, je commence à reprendre ce que mon grand-père m'a inculqué, c'est-à-dire des valeurs, de la force. Et là, le combat que je vais mener pour Jacques, il va être conséquent. Je prends contact avec un avocat pour lui expliquer la situation. Cet avocat m'explique clairement que ça va être difficile et compliqué, mais dans un premier temps, il faut couper le téléphone, couper l'électricité et couper l'eau pour qu'elle puisse sortir, qu'elle aille vivre ailleurs. Un matin, le téléphone sonne, je réponds. C'est mon banquier. Il me dit écoutez, je vous appelle parce que là, il y a un problème. Il y a eu un achat de 5 800 € sur votre compte avec votre carte de crédit qui a été validée. Je tombe des nues, je dis mais non, comment c'est? Mais non, c'est pas possible. Je demande de faire opposition tout de suite sur ma carte et sur ce paiement de 5 800 € de produits diététiques. Voilà, j'ai une petite idée d'où ça vient, donc j'appelle Paloma. Elle me dit, elle avoue, ouais, j'ai relevé ton numéro de carte de crédit et puis j'en ai besoin pour vivre, donc voilà, j'ai fait cet achat-là. Je dis, bah non, c'est pas possible. Donc j'ai fait opposition sur la carte de crédit, j'ai fait opposition sur cet achat et je t'informe que maintenant, de toute façon, l'affaire, c'est le juge aux affaires familiales qui va statuer parce que ça peut pas continuer comme ça. Et donc je l'ai saisie et elle raccroche au nez énervée. 15 minutes après, elle me rappelle. Et elle me dit en pleurs, oui, mais de toute façon, si on se voit devant le juge, ce sera pas pour Jacques parce qu'il est mort. Et là, mon sang se glace. Je dis, mais attends, quoi? Il est mort quoi? Comment ça, il est mort? Et elle me dit, oui, il a eu un accident, il est tombé, il est mort. Et alors là, je raccroche. Je retourne chez mon ami, je suis plus capable de conduire. J'appelle les gendarmes. Ils me disent, ok, on y va tout de suite. Je vais chez mon ami, je lui dis, écoute, c'est une catastrophe. Elle vient de m'apprendre que Jacques était décédé. Je peux pas conduire, donc je saute dans sa voiture. On part en urgence à mon domicile. Je vois les gendarmes devant, je vois une gendarme, je sors de la voiture, j'ai les jambes qui sont... Je suis prêt à me déroger. Et là, j'arrive devant la porte de mon domicile. Et là, elle me dit, non, monsieur, ne rentrez pas. Elle me dit, mais vous inquiétez pas, votre fils va bien. Et là, ça allait beaucoup trop loin. Paloma dit aux gendarmes qu'elle m'a jamais dit ça au téléphone. Elle dit qu'elle m'a demandé de remettre le téléphone au cas où Jacques aurait un problème de santé. Ce qui est bien évidemment absolument faux. Et elle se cache derrière ça. Donc là, moi, je pense que le juge aux affaires familiales, vu le temps que ça prend, il n'en est plus question. Vu le danger que court Jacques, il n'y a pas d'autre solution que saisir le juge des enfants. Donc lors de la première audience, le magistrat prend en compte tous les faits et la somme de quitter le domicile. La juge lui dit aussi qu'il faut qu'elle me donne Jacques, qu'elle n'a pas tous les droits sur Jacques et que voilà, c'est un droit, que je dois l'avoir à minima un week-end sur 2. Donc c'est ce qui est décidé pendant cette audience-là. Suite à cette audience, donc le magistrat lui donne 1 mois pour sortir, pour quitter les lieux, pour trouver un autre endroit où aller habiter. Ce qu'elle fait le dernier jour, elle a trouvé des gens pour venir déménager et je récupère la maison. Et dans la maison, il y a plus rien, c'est une maison témoin. Il me reste un couteau, une fourchette, une petite cuillère. Il me reste 4 surfs que j'avais ramenés d'Afrique du Sud, qui sont cassés tous les 4. Et il y avait une tasse qui appartenait à mon grand-père, sur laquelle était marqué Daniel, auquel je tenais beaucoup, qui a disparu aussi, et qui a dû être cassée. Enfin, cette tasse, elle est dans mon cœur à vie, mais c'est une première étape, c'est un premier pas. J'ai récupéré ma maison, c'est pas le plus important. Le plus important, maintenant, c'est de récupérer Jacques. Je sais que ça va pas être facile, donc il y a une deuxième audience avec le juge des enfants, qui, là, je demande bien évidemment à ce que l'enfant Jacques soit placé chez moi. Je prépare cette nouvelle audience. Paloma arrive avec son avocat, moi j'arrive, pas d'avocat, donc je l'appelle, elle est coincée dans les bouchons, elle ne pourra pas venir, ça va prendre du temps. Je marche avec Paloma et son avocate pour aller jusqu'à la salle de l'audience, et là, tout d'un coup, elle est à côté de moi, et tout d'un coup, elle tombe par terre, et elle crie, et elle dit il m'a poussé, je tombais par terre, j'ai mal, etc. Et bon, alors bien évidemment, il y a des policiers dans le tribunal qui viennent me voir, ils me disent, mais vous vous rendez compte, monsieur, faut pas la bousculer, on est là. Et je dis, mais je l'ai pas bousculée, elle est tombée toute seule. Et heureusement, il y a une personne qui est là, qui témoigne et qui dit, non, mais moi j'ai vu là, elle est tombée toute seule.
Et là, le magistrat donc ouvre la porte, c'est l'heure, c'est à notre tour. Et là, le juge des enfants me regarde dans les yeux et me dit: «Bon, est-ce que vous êtes prêt, monsieur, à vous défendre vous-même?» Je dis: «Je suis prêt, il y a aucun problème». Et là, je rentre dans la salle et là, Paloma, elle est dans tous ses états, elle arrête pas de couper le juge, son avocat fait une prestation médiocre, tissue de mensonges. J'ai la parole et là, j'explique tout. Que Jacques, c'est mon bébé, que je lui ai jamais fait de mal, bien au contraire, que je suis là pour lui, que je suis là pour le défendre et que elle ne fait que compromettre sa sécurité. J'ai même pas de haine vis-à-vis d'elle. Je veux dire, je dis simplement que voilà, il faut qu'il soit placé chez moi parce qu'avec elle, il court un grave danger. Et j'ai les preuves, j'ai tout ficelé, j'ai un dossier qui est béton. Et donc, à la fin de l'audience, elle fait sortir tout le monde, parce que le juge des enfants, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 1 mois ou 2 mois pour avoir le délibéré. Donc la juge me reçoit seule dans son bureau et elle me dit: «Écoutez, vous avez raison, je pense que cet enfant court un grave danger avec sa mère. Donc vous rentrez chez vous, vous le prenez et vous le gardez. Et je vais recevoir sa mère avec son avocat et je vais lui dire». Là, je suis hyper heureux, je sors, j'appelle ma mère tout de suite pour lui dire que j'ai gagné, pour lui dire que je vais récupérer Jacques et que ça y est, c'est bien parti, là, le plus dur est fait. Et puis voilà, je pars chercher Jacques en voiture et je savoure ce combat qui a été très très long mais qui n'est pas fini. On prend le cours de notre vie avec Jacques au quotidien et là ça devient tout aussi compliqué parce que je me retrouve en père célibataire en travaillant à Air France au centre de contrôle des opérations la nuit. C'est-à-dire que je m'occupe de lui dans la journée et je travaille la nuit. Le premier point, c'est de trouver une nounou. Elle s'en occupe très bien. Il est en confiance là-bas, donc c'est très chouette. Le soir, je l'ai fait manger, je l'ai douché, il est en pyjama, je le confie à Tata Karine, il est 21h, moi je pars travailler. Il arrive là-bas, elle le couche, il dort. Je finis ma nuit à 7h, je le récupère et puis c'est sa nouvelle journée à lui qui commence. Et lui, il y est pour rien. Donc je fais la sieste avec lui. Ce que je développe avec lui, c'est monoparental et c'est exceptionnel. On est hyper proches. Je partage toutes ses peines, je partage tout son quotidien, je l'éveille à la vie. Dès que j'ai fini de travailler, on saute tous les deux dans l'avion et on va à la plage. Il adore la plage, il adore la mer, il adore les crabes, c'est fou quoi, c'est très chouette. Pour ces 4 ans, j'obtiens la garde et l'exclusivité de l'autorité parentale. On retourne vivre en Bretagne, il a 8 ans. Il est passionné, il a mes passions. C'est pas fait pour me déplaire. Il adore surfer, il adore plonger. Alors le quotidien de Jacques, il est assez exceptionnel. Le matin, il se lève, il prend son petit déjeuner, il va à l'arrêt de bus avec Hop le chien, parce qu'il y a un chien, un Golden Retriever qui est venu dans notre vie et qui est exceptionnel et fantastique. Donc il l'accompagne jusqu'à l'arrêt de bus, il prend le bus, il va au collège. Et quand il rentre le soir, il rentre à la maison, il fait ses devoirs, il met sa combinaison. Et quand Jack Bubble est là, il va nager avec le dauphin. Il nage entre les bateaux, sur la petite pointe, il est autour de lui. Et il met sa combi, des fois il met même pas de palme, parce qu'il est tellement en confiance avec Jack qu'il tourne autour de lui. Et quand la nuit tombe, là je suis obligé des fois d'aller dans l'eau, lui dire bon allez, cette fois-ci on sort, il faut sortir. Un soir, on sort tous les deux de l'eau, Jack nous accompagne. Et avec son évent, il faisait des bruits tellement sympathiques qu'on est resté l'écouter. C'était un petit concert qu'il nous faisait avec son évent. Pour exprimer sa joie, certainement, parce qu'il était bien avec nous et nous, on était vraiment bien avec lui. Du côté de Paloma, c'est compliqué parce qu'elle n'aime pas venir jusqu'à Quimper de Paris pour le voir, ça l'agace. Donc, lors des nombreuses audiences qu'il y a eu, elle demandait à ce que moi et Jacques, on prenne l'avion, on aille la voir là-bas pour qu'elle puisse bénéficier de son droit de visite. Pour moi, c'est hyper important. Je veux pas que sa mère ce soit un fantasme et j'insiste à chaque fois auprès des magistrats pour leur dire je veux qu'elle ait un droit de médiatiser, parce que plusieurs magistrats m'ont dit mais non, si vous voulez on coupe tout et puis on arrête là, mais je veux absolument qu'il la voie, mais dans un milieu sécurisé. Je veux pas que sa mère ce soit un fantasme, qu'arrivé à 15, 17, 18 ans il dise ah ouais mais tu m'as coupé de ma mère alors que franchement elle est super. Et je veux qu'il voit et je veux qu'il se développe comme ça, et je pense que c'est grâce à ça qu'il a pu se développer de manière sereine, voir qui était vraiment sa mère et avoir des repères par rapport à ça. Donc à chaque fois qu'elle vient, bon, c'est bien encadré. Heureusement, c'est bien encadré avec un psychologue et un éducateur qui suit tout l'entretien, mais elle essaie quand même de le faire culpabiliser en lui disant que voilà, ça serait bien qu'il revienne vivre chez maman. Quand elle lui offre un cadeau, ça peut arriver qu'elle lui retire.
À chaque fois qu'il la voit, il revient, il est perturbé, il pleure beaucoup, il développe même des plaques rouges sur son corps. C'est extrêmement compliqué, mais ce que j'essaye de lui expliquer, c'est que c'est essentiel. Il faut absolument qu'il voit sa mère. Et même si c'est dans des conditions compliquées, il faut qu'il la voie. Donc ça continue, les audiences se multiplient. Et arrivé un moment, pour ses 16 ans, elle décide de plus venir le voir. Elle dit bah non, moi je veux plus venir te voir, c'est terminé, je peux pas passer mon temps à venir te voir. Et elle ne se remet jamais en question, mais lui va bien, c'est tout ce qui compte. En 2019, juste avant le Covid, là, je décide de quitter Air France pour reprendre une petite compagnie aérienne en Bretagne. C'est assez particulier, mais c'est mon choix. Et j'ai vraiment envie de voir cette compagnie se développer. Arrive le confinement, et le drame, si je puis le dire ainsi, c'est que pendant tout ce confinement, on ne peut pas aller dans l'eau, on ne peut pas aller se baigner, et puis on ne peut pas aller voir Jack Bubble qui souffre beaucoup de solitude. Et il aime beaucoup les bruits de vieux gréements, de bateaux, il aime beaucoup quand ça grince. Et il y a un navire hollandais qui est dans la rade de Brest qui appareille pour rentrer, et Jack Bubble va le suivre. Il va le suivre jusqu'à Amsterdam. Ça va prendre quelques semaines pour aller jusque là-bas, mais il ne le quittera pas, il ne quittera pas le bateau. Avec les réseaux sociaux, j'ai des nouvelles fréquentes de Jack Bubble, parce qu'on est plusieurs à le suivre sur un groupe particulier. Et c'est comme ça que j'apprends qu'il suit ce navire jusqu'à Amsterdam. C'est également comme ça que j'apprends au mois de juin qu'il est arrivé à Amsterdam avec ce bateau, qu'il est rentré dans l'écluse d'Amsterdam, qu'une équipe de scientifiques a réussi à le faire sortir avec un Zodiac. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, il a été retrouvé sur une plage avec la nageoire caudale sectionnée. Quand j'apprends sa mort, c'est un grand vide. C'est un grand vide d'un coup d'un seul, parce que je me rends compte qu'il a été tellement présent, tellement important dans ma vie que j'ai un manque, un vide, c'est même vertigineux, et ça me fait beaucoup de mal. Donc il est récupéré par des scientifiques d'Amsterdam qui décident d'exposer son squelette dans un musée. Je compte bien aller le voir en famille bientôt. La relation entre Jacques et Paloma est interrompue pendant 5 ans. Elle ne veut plus venir le voir à Quimper. Et ils n'ont plus aucun contact. Il y a 1 an, il me dit qu'il aimerait bien la voir, il aimerait bien reprendre contact avec elle pour savoir qui elle est. Je lui dis qu'il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me pose vraiment aucun problème. Je lui dis, je pense que tu es armé pour la voir, pour comprendre. Je lui donne tous les dossiers, tous les rapports d'expertise. Je lui fais tout lire. Comme ça, au moins, il sait. Je lui ai absolument rien caché. Et donc, il va la voir et il commence à avoir une relation avec elle. Bon, il se rend compte très vite que tout ce qui s'est passé, il découvre la véritable personnalité de sa mère quand il arrive. Elle est remariée depuis, elle a un train de vie qui est toujours aussi incroyable. Elle a trouvé quelqu'un de plus âgé qui a beaucoup d'argent, donc elle dépense sans compter, elle travaille pas, et elle lui dit quand même des choses qui sont dures, qui me font de la peine pour lui, parce que moi je suis très fier de lui. Il est très engagé aussi à la SNSM, c'est-à-dire que je suis sauveteur en mer, et naturellement, il rejoint la station. Naturellement, il apprend toutes les techniques. Naturellement, on n'a pas eu l'occasion de faire un sauvetage ensemble à ce jour, mais ça aurait pu arriver. Donc, je suis très fier de lui. Il est moteur, il adore ça, il nage très très bien, il nage comme un dauphin, il est très engagé dans ce qu'il fait, et je trouve ça très chouette. Et naturellement, il aime beaucoup la mer, donc il essaye de rentrer dans la marine nationale, et il réussit, et aujourd'hui il est marin. Vous venez d'écouter Transfert, ce témoignage a été recueilli par Astrid Verdun. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours.
Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.